Hello, I'm Jake Boudrot, Civic Journalist at Tello Community Television. Welcome to Theresa MacInnis, who is the chair of the Strait Richmond Community Health Board, and Dorothy Bennett, who is the coordinator of the Strait Richmond Community Health Board. So I guess we'll start off by talking about community health boards and their function. What do they do on a regular basis? First of all, thanks, Jake, for inviting us here to be a part of this interview and to talk about community health boards. I guess the simpler way to put it is that we advocate for healthy communities and work with communities, hearing their concerns and bringing that to Nova Scotia Health and to the IWK and to the general health community at large. What are the priorities and goals of community health boards, typically? Well, I guess for us, we just completed a 5-year community health board plan, and the communities told us that 3 priorities were very important to them, and it is food security, basic income, and housing, along with access to health services. So we worked with that organization and the communities that brought that to us to build a 5-year community health plan. So that is important as we're moving forward. Now, it was mentioned that community health boards serve as the voice of the people. Perhaps you can elaborate on that. The community health boards are a group of volunteers from the communities which they represent. Mm-hmm. Those volunteers are able to join the community health board table because they're very active in their communities, and they bring the voice of the people to the table. And at the table, we discuss the priorities that the community has given us, like income, housing, food, early childhood development, social isolation, that type of thing. They bring their concerns to the table, and then we see what we can do to help enhance community projects and to do things in the community that will help them enhance the health and well-being of everybody. A key role I find we have is to advocate for that health, as Dorothy had said, looking at how can we move that forward to Nova Scotia Health? How can we move that forward to the Minister of Health? So advocacy plays a key role. One of the things we worked on in the past was the cost of power, for example. How's that impacting seniors in the community? How does that impact their health? And the cost of transportation to receive good health care. So those are the things that we advocate for, and the 5-year health plan is helping us do that. We are legislated, and that plays an important role in the credibility that we have. Why is it important to have people at the table on community health boards? Well, for me, it's important because we have a diverse number of people at the table with skill sets in the community who know their community and who can talk about what the community is telling them. So I think that brings together people with like-minded interests in their community and what health boards can do. And I guess that face-to-face interaction is beneficial as well. Kind of roll ideas off each other and generate discussion and stimulate conversations. Exactly. Like at our health board, there's people from across the strait at the table with interests in their individual small communities, brings it together at a larger table, and how can we support all the communities in the Strait area. On our Strait Richmond Community Health Board, we have members from Isle Madame, from Judique, from Port Hawkesbury and area, and the Strait. So it's important to have that diversity at the table where we can work on the items that are of interest to all members in this Strait area. With the community health plan that we have now, 2025 to 2029. It's the first time here in the Eastern Zone that we were able to, and I believe across the province, that we were able to engage our communities in their first languages. For example, we had, engagement sessions here with our Francophone communities, and we've also had engagement with our African Nova Scotian communities that was, for them, and sit down and listened and had
individuals from their communities lead this engagement. So we were very, very proud that we can finally take some of those steps to include our cultural heritage as part of our health and well-being. On the board, there's you mentioned that there's volunteers and then there's others, and there's kind of a mix there of people, so maybe you want to elaborate on that a little bit. On the Strait Richmond Community Health Board, as there are on the other 35 boards across the province, it's built by volunteers. And the volunteers that come to the table are supported by one coordinator who works for Nova Scotia Health. So for example, at the table we have people who are working in communities like Isle Madame, like Strait area, Port Hawkesbury, and we have people who are community leaders who are on the table. So out of the 9 to 12 members at the table, we're all volunteers except for the coordinator. So our passion is there for health, our passion is there for our communities, which I think is really important. We know our communities, and our communities are appreciative to be able to bring things to our table. So Dorothy, you mentioned that you had an interesting story in relation to this. Maybe you can elaborate on that. So on our boards right across the province, anybody from any age can be a member of the Community Health Board. Usually around grade 9 or 10, people start showing interest. So we have seats on our board for youth. And the youth in our communities come to the board table, and they gain valuable leadership skills by being a part of the decision-making process, just like the other members, the adult members across the board. And several of those members from the Eastern Zone, those youth high school members, high school students, have been able to obtain scholarships for post-secondary education due to their community knowledge, their community work, and what they've learned at the table about community health. And we're very proud of that. When you're applying for scholarships when you're leaving high school and you already have a deep entrenched knowledge of your community and their concerns, it's very powerful to be able to put that in an essay or put that in a reference letter. And then you're able to use that experience to gain the funds that you need to do continuing education. And we also find that the youth members on the board often return to the community after they get that post-secondary education and work in community for community. So that's a really special connection, and it's a payback almost for volunteering your time with the Community Health Board and to learn about community health and well-being. For the community health boards to function properly, partnerships are essential to this. So maybe if you want to talk about the role of partnerships and the vitality and necessity of these partnerships. Partnerships are very much essential to the community health boards right across the province. This is a group of between 9 and 15 volunteers from the community, and they couldn't possibly do this work alone. We need to have partnerships with those that have resources, that can put resources with ours to do something together. They're the ones that are there, those organizations that are in our communities, that's who we partner with. We partner with that nonprofit community that's out there doing the work in their communities, and we try to provide them any support that we can. Now, how many community health boards are there in the Eastern Zone, which covers Eastern Nova Scotia and Cape Breton? In the Eastern Zone, which runs from Antigonish, Guysborough County, and all of Cape Breton, there are 9 community health boards. There's 2 on the other side of the strait, Antigonish Town and County and Guysborough County, and there's 7 on this side of the strait. There's Strait Richmond, there's North Inverness, Central Inverness, Victoria County has one. There's one called Northside the Lakes, that it's around the Bador Lakes, and then there's 2 in industrial Cape Breton, East and Central Cape Breton. I assume that the agendas and priorities for them are basically the same, but depending on where they're located, I'm sure there's probably a little bit of difference in some of the things that they do. Yes, as we evolved over the years since community health boards have begun, we've gone from looking at our priorities individually as communities to what we have common across the zone. So we've just completed our 5-year community health plan for the zone, and that's the first one that was ever completed as a zone. Before that, we completed individual ones for individual communities. So although our priorities are very similar,
they play out different in the community. What we would do for say, an income policy in industrial Cape Breton looks totally different than what we do for that same topic in Guysborough County. Why is it significant that community health boards are legislated, and what does that mean by being legislated? So by being legislated, it means that our community health boards, the groups of volunteers across the province, have a responsibility. They have a responsibility to their community to bring the voice, their concerns, to those that can help, those that can provide solutions to those issues that we've identified in the community. So we have a legislative responsibility to create a community health plan for over a 5-year period, to implement it and to bring those concerns to the Nova Scotia Health and Wellness, to Nova Scotia Health, to the IWK. And those plans, when we say community health plans, the word health is not just primary acute health care, it's the health and well-being. Is the overall health. So to bring that information from our community to all the ministers that sit around our legislative table, because they all play a role in community health. And that's why it's important that we have that legislation in place and we take that responsibility very serious to bring our community voice to the table of the decision makers. I guess in a way it provides some standards, gives you a mandate and an agenda to follow strictly, and you kind of know where direction you're heading. Definitely, and it gives our volunteers almost like a roadmap to be able to follow and to be able to know what they can do with that community voice, where that community voice can be heard, and where decisions are made so that we can bring that back to the community and say, they heard you, you were heard. This decision is made for you. So what took place at the launch on January 15th? That was the launch of the provincial plan of the community health boards right across the province. For the first time in our 25-year-plus history, we've completed a community health planning all at the same time, so all over Nova Scotia. Engagement was done over a 2-year period to produce a community health plan with the voice of the people, with the concerns of the people. And on January 15th, we launched that first provincial health plan, and we presented it to Nova Scotia Department of Health and Wellness, the IWK, and Nova Scotia Health. And in that plan, it had what the people were telling us, what were the issues, what we could do, what were their concerns, and what were their priorities for some resources to be spent within their communities. So I understand that right now you guys are working on a communication plan, work at the local level, and a provincial and zone plan. So perhaps you could talk about that. So for us, the important issue is to get this communication out and the health plan out that was developed for the community, by the community. When we were working on the health plan, what we looked at is how do we reach each and every member in the community? And with people on the boards that were familiar with communities, we did cards, survey cards, we did community engagement, and that was very important in building the plan, to hear what people were saying and how they wanted their views reflected in the health plan. So that's how we moved the health plan forward. What was developed is a 5-year plan for 2025 to 2029, where we will focus on what the community told us was important to them. So what we heard from the communities was the importance of adequate income, affordable and safe housing, food security, and access to services, access to health services and the transportation that may be required to get there. And also early childhood development and what that means to communities. So those were some of the focuses of the surveys, some of the focuses from community groups, and it led to a fulsome health plan in moving forward and how we could address the needs of the community. And working with, as Dorothy had said, Nova Scotia Health, working with the ministers of health, the IWK, and the areas that we can work together and support this initiative across our zone. So some of the things, Jake, that you can
expect over the next 5 years from the community health boards in this area is that they will work with their affordable housing associations. And in this area, we have Strait Area Housing Matters Coalition. We will work with them. We will raise awareness around homelessness. We will do advocacy work for more funding. We will do advocacy work for more community capacity building in the areas of nonprofit housing and things like that. We will also bring information to the community on maybe the basic income guarantee policy and what that means and what it means for our community and how we can bring that up through our Nova Scotia different departments to bring it to legislation, to bring it to our politicians. We'll work with our food banks. We'll work with individuals trying to feed people in our communities. And as you know, right now, it's not a great situation out there. There are many people that are hungry, unhoused, and don't have adequate income. In reviewing the data collected for our community health plan, the word that was most often stated in any comments from the individuals from our community was afford. And if you expand that search for a little bit in your Excel and go a couple of words before and a couple of words after, it's I cannot afford. I cannot afford food. I cannot afford adequate housing. I cannot afford recreation. I cannot afford to put my child in skating or hockey or extracurricular activities. I can't afford for my kids to have extra shoes for gym or warm hats. So we heard that from our communities, and we're going to work as hard as we can to see if we can make a difference in those things within our communities through using the voice of the people, doing advocacy work, helping the community through we have a small pot of funding that we use called our wellness funds, and those funds are doled out to community groups and organizations each year, and we look at, okay, what does community want to do? And what can they do for projects, and what community nonprofits are out there can we support to make some kind of inroads on those issues that were identified in our community health plan. Recently, we have just completed for example, looking at food and food sustainability. How can we reach the community? We did a Spring into Foraging workshop focusing on what you can find in your own communities if you're foraging and living in a rural area, and how can that support you in food sustainability. So that was very well received, and we focused on mind, body, spirit, and what that does to the individual person. So that was just completed about a week ago. The next event we have coming up is a basic income event, which will focus on how do we support basic income needs in the community, and how do we make this awareness to our politicians, and what could we do about it. So that will be held in conjunction with Cora at the Strait campus on the 21st of May, where we will have speakers coming in from other provinces and our provinces with regard to basic income and the importance of that for each and every person, as Dorothy mentioned. Now, on the subject of wellness grants, where does the money go? What do they do? Why are they important? What is the function of wellness grants? For us at the table, what we looked at are the communities and what are the needs in that community, and how does that fit with the priorities of the health plan? How does that fit with what is necessary in the community? So we look at the applications that come in, and some examples of what they were for example, food sustainability. And we partnered with Halifax Seed, who provided seeds to the communities at our table, and a wellness grant was awarded to a garden center, a tartan garden in Judique, for example, and they sponsored a Grow a Row for Your Neighbor project. So that food was grown for your neighbor along with your own garden with those donated seeds. And as a result, they also bottled and pickled preserves for the community, over 1,000 jars of mustard pickles, beets, and chow. And they were donated to the community, to seniors in the community, to organizations doing volunteer fish dinners. So it was very successful as an example to the wellness projects and what is happening in the communities.
And there are numerous projects that were very beneficial to communities. For example, getting outdoors, walking, and other organizations that need to support people in their areas. So maybe you had a few more. So all of the wellness funds, Jake, go to nonprofit community organizations that are doing projects in their community that enhance their community health and well-being. And that can include anything from a social gathering for social inclusion. That could mean that maybe a community like Madame can have something in French where they can have their first language and they can go through history, you know, and put that out there, because a lot of that gets lost as we're trying to keep up, you know, with moving along in life. A lot of that history and culture gets lost, and so our wellness funds can then help community bring that culture to the forefront and share it and share those intergenerational skills and have those things passed down, because it's not like it used to be where you live next door to your grandmother. You may live way across the country from your grandmother. So we like to encourage community to use technology and to bring people together, and so our wellness funds help the community enhance their health and well-being. And they go directly to community organizations that are not for profit. I understand that the deadline for the wellness grants is coming up this month. Is that correct? Yeah. Yes, it is. The deadline is April the 30th this year. Our applications are online. And as an employee of Nova Scotia Health, I can help community groups and organizations with their applications, and through that application process. I do not participate in selecting who gets the grants. That's totally done by the volunteers. Therefore, I can help be that bridge from community groups and organizations to the members of the board who are looking at those applications, so that really what the Community Health Board wants is to get the best applications possible in. We would love it if we would have like an extended pot of money, because almost every application that comes in is a wonderful application with a lot of community behind it and important to the communities. But we do have some monies that we give out, and the projects are phenomenal. Perhaps you can describe the steps that people have to take to become a member of the Community Health Board. So any volunteer right across the province can become a member of the Community Health Board. So if you're interested in becoming a volunteer, talk to one of the Community Health Board members. Go online, search up your Google, Nova Scotia Community Health Boards, or you can contact me directly. And the steps to becoming a Community Health Board, what we like to do is to invite you to a few meetings, and so that you can get a real good understanding of what we do and how we do it, and then you can look at the diversity around the table and the diverse skill sets around the table. Almost everybody that comes to our table and sees the great work that the community volunteers are doing, they choose to stay and become members of the Community Health Board. So I'd like to thank you guys very much for coming here and answering my questions and speaking with our viewers. And I should note, as you mentioned before our interview, for more information on community health boards in Nova Scotia, people can visit the website www.communityhealthboards.ca. Thank you very much for having us, Jake. Thank you very much. We really appreciate it. And all the staff at Tillil, you made us feel very welcome. Thank you. Thank you. Along with this interview, Marlene LeBlanc, a board member with the Strait Richmond Community Health Board, and Clyde DeVille, coordinator of the Western Zone Community Health Boards, spoke to the Francophone community. Mon nom est Marlene LeBlanc. Je suis ici au Centre culturel et communautaire La Picasse, à Petit-de-Gras. Depuis plusieurs années, je fais partie du conseil de santé communautaire du Strait Richmond. J'ai commencé par m'informer c'est quoi le conseil et comment je pouvais m'embarquer activement dans ce dossier. Mes connaissances de travail avec Réseau Santé Nouvelle-Écosse et mes expériences personnelles étaient des outils que je pouvais partager autour de table et travailler avec une équipe diverse et dynamique. Ceci a été une expérience très valable et je continue de travailler dans le cheminement envers des solutions en collaboration avec l'équipe et les partenaires. Les priorités adressées sont la pauvreté, hébergement abordable, isolation,
sécurité nutritive, la petite enfance et autres. Le Conseil de santé communautaire est là pour nous et on travaille en collaboration avec nos partenaires afin d'obtenir des bons résultats pour avoir une communauté saine. Ensemble, on peut faire une différence pour adresser ces concerns et trouver des solutions. Nous sommes tous responsables pour créer un environnement sain et sauf pour notre population. Devenez proactifs, faites partie du Conseil de santé communautaire dans votre région. Merci et bonne journée. Alors, bonjour et bienvenue à notre session d'information pour le Fonds de bien-être. Mon nom est Clyde et je suis le coordinateur du Conseil communautaire de santé de Clare et du comté de Yarmouth. Et j'ai avec moi, du côté technique, Tommy McCarthy, coordinatrice des conseils des comtés de Queens et de Shelburne. Alors, bienvenue et on espère qu'on pourra vous aider à mieux remplir votre demande au fond. Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de comprendre le but du fonds pour le bien-être et les genres de projets que nous gardons à financer, comprendre qui peut faire demande et qui ne peut pas faire demande, le processus que l'on doit suivre et les responsabilités que vous avez comme demandeur, comment augmenter l'impact des fonds pour la santé de votre communauté, parce que c'est évidemment ce qu'on cherche, et trouver des façons d'avoir des partenariats à l'intérieur de votre projet. Alors, la raison d'être du fonds, c'est qu'on va appuyer les priorités identifiées par la communauté via notre plan de santé communautaire. Alors, chaque zone de santé Nouvelle-Écosse a un plan de santé communautaire développé par la communauté, bien sûr avec l'aide des conseils communautaires de santé. Alors, on va appuyer ces priorités-là. On offre du financement de départ ou du financement temporaire. Alors, ce n'est pas du financement de programmation, ce n'est pas du financement annuel, c'est du financement expressément pour un projet qui a un début et une fin. On veut bénéficier de la communauté locale, la communauté dans laquelle vous œuvrez, dans laquelle vous travaillez. Et on aimerait avoir des partenariats autant que possible et de la collaboration entre différents groupes à l'intérieur de la communauté. Qui peut faire demande? Les groupes à but non lucratif, les écoles et les municipalités. Alors, ceci peut inclure, bien sûr, des groupes enregistrés et des groupes non enregistrés qui ça fait au moins 6 mois qu'ils sont réunis et qu'ils se rencontrent. Et le groupe doit être capable de recevoir, gérer et tenir des fonds. Si un groupe veut faire un projet et ils ne sont pas capables de gérer des fonds, vous pouvez créer un partenariat avec un groupe qui est capable de le faire, et là, ce groupe-là signera la demande, signera l'entente, recevra le chèque et sera ultimement responsable avec votre groupe pour le projet. Qui ne peut pas présenter une demande? Des individus, des groupes à but lucratif, par exemple des entreprises, et des ministères provinciaux et fédéraux. Je viens de dire que les municipalités sont éligibles, mais non les ministères provinciaux et fédéraux. Et les fonds ne peuvent pas servir pour les opérations de santé Nouvelle-Écosse ou des CCS. On cherche des nouveaux projets innovateurs qui font avancer nos priorités et qui utilisent une approche qui vise la santé de la population via les déterminants sociaux de la santé. Alors, les déterminants se trouvent sur notre site web, ainsi que les plans de santé pour votre zone. Et comme j'ai dit, on ne finance pas, on ne fournit pas de financement durable pour les années à venir. Alors, c'est du financement qui a un début et une fin. Puis, comme je viens de dire, on cherche à financer des nouveaux projets sur le territoire du CCS. Alors, si c'est un projet qui a eu lieu dans un autre CCS, alors par exemple, dans mon cas, si un projet a eu lieu dans Clare, puis là, on va répéter le même projet à Yarmouth, c'est éligible pour Yarmouth. Si un projet a déjà eu lieu en Clare, par exemple, mais ça n'a pas été financé
par le CCS, le Conseil de santé de Claire. Le Conseil de santé de Claire peut regarder à le financer, vu qu'ils ne l'ont pas financé déjà. Puis un projet qui a déjà été financé peut être financé une deuxième fois si un des 3 cas suivants s'applique. Alors, c'est un projet qu'on veut faire dans une autre communauté à l'intérieur du CCS. Alors, par exemple, je vais prendre encore mon cas à moi. Si on fait un projet à Richmond, puis là, on veut faire le même projet à Pubnico, le CCS du comté de Yarmouth peut regarder à ce projet-là, vu qu'on vise une différente clientèle. Puis le cas est aussi valide si on parle par exemple d'école. Si on fait un projet dans une école, puis là on veut répéter le même projet dans une autre école, vu que c'est une différente clientèle, on peut regarder au projet. Si on change les objectifs du projet et les résultats qu'on cherche à accomplir de manière significative, on peut regarder au projet. Et si on vise une clientèle qui se trouve, qui s'identifie comme une population prioritaire, on peut aussi regarder au projet. Alors, par exemple, si vous regardez le cadre d'équité de la Nouvelle-Écosse, vous allez trouver une liste de groupes qui ont été consultés. Ces groupes-là sont des populations prioritaires. Alors, un projet qui vise ce groupe-là sera éligible. Je vous donne un exemple. Si vous faites un projet avec les jeunes, et là, vous voulez faire un projet semblable avec les aînés ou les femmes, c'est éligible. Les Acadiens sont aussi une population prioritaire. Alors, un projet qui vise la population acadienne sera éligible. Évidemment, il faut encore rencontrer les autres, politiques et les autres objectifs du programme. Alors, il faut encore respecter les critères d'éligibilité. Mais la population acadienne est une population prioritaire pour nos fins. On n'accorde pas des fonds pour traiter une maladie, faire de la réadaptation, le diagnostic. Ça, c'est tous des exemples de santé primaire, puis nous, on ne finance pas des programmes de santé primaire. On ne finance pas les coûts annuels de programmes existants, ni les projets d'infrastructure ou de construction ne sont pas éligibles. L'évaluation des besoins, de la recherche ou de l'évaluation de quoi que ce soit ne sont pas éligibles. Si, par exemple, vous avez basé un projet sur un projet de recherche, alors vous savez que le projet évolue parce qu'il y a eu de la recherche de fait, il y a eu une évaluation des besoins de fait, ça renforce votre projet. Alors, c'est bien de l'inclure, mais payer cette recherche ou cette évaluation-là, nous autres, on ne finance pas. On finance de l'équipement seulement si l'équipement est essentiel pour la réussite du programme. Pas de l'équipement pour acheter de l'équipement pour que ce soit disponible à la communauté, non. Il faut que l'équipement soit nécessaire pour réaliser un programme quelconque. On ne finance pas des campagnes ou des collectes de fonds, ni le salaire d'un employé. Le seul salaire qu'on paiera, c'est un employé qui est embauché spécifiquement pour le projet, ou un employé existant qui reçoit des heures supplémentaires payées pour réaliser le projet. Mais un employé existant, on ne paiera pas le salaire de cet employé-là pour les heures qu'il gagne ou qu'elle gagne déjà. Si vous prévoyez des changements significatifs à un ancien projet, s'il vous plaît, communiquez avec votre coordination avant de faire une demande. Et c'est toujours bien et encouragé de communiquer avec la coordination de votre CCS avant de déposer un projet. Et vous allez trouver les personnes contacts, les coordonnées des coordinations de CCS sur notre site web qui se trouve sur l'écran actuellement.
j'ai parlé un peu de ça déjà. Les demandeurs qui ont un projet en cours doivent avoir satisfait à toutes les exigences de rapport avant de déposer un autre projet. Ça ne veut pas dire que le projet doit être terminé. Ça veut simplement dire que vos rapports doivent être à date. Alors, si votre projet est censé d'avoir eu fini par le temps que vous développez un autre projet, mais qu'il n'est pas fini, il faut quand même s'arranger avec le CCS, la coordination, pour comprendre pourquoi. Parce qu'on ne veut pas qu'un groupe ait plusieurs projets qui ne sont pas terminés et qui se déroulent en même temps. Le montant maximal d'une demande, c'est 3 500 $. C'est le maximum qu'on peut recevoir. Il faut comprendre que beaucoup des CCS reçoivent beaucoup plus de demandes qu'ils ont de budget. Alors, dans mon cas, parfois, j'ai 2 fois plus de demandes que j'ai de budget. Alors, c'est important de demander pour ce que vous avez besoin et non mettre des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires parce que le CCS n'a pas les moyens de tout financer. On vous encourage de chercher du financement et des partenaires d'ailleurs dans votre communauté, si possible. Ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible. Et on peut dire si vous avez fait un effort vers cela à l'intérieur de votre demande. Puis on vous encourage de contacter une coordination CCS avant de déposer une demande. Puis ça va faire du bien à votre projet, ça va faire du bien. C'est quoi que la coordination peut rapporter à son comité qui doit être formé pour évaluer les demandes. La demande se fait en ligne via notre site web. Et l'adresse est là. Puis c'est comme toute autre démarche en ligne. Vous allez créer un mot de passe, un mot d'utilisateur, et là, ça vous donne accès à cette partie-là du site web pour faire votre demande. Vous pouvez commencer à la remplir, le laisser revenir, vous n'allez pas perdre votre travail, et ainsi de suite. Vous devez indiquer à quel CCS que vous faites votre demande. Et si vous faites une demande à plusieurs CCS ou à plus qu'un CCS, vous devez remplir une demande distincte pour chaque. Alors, par exemple, si vous faites une demande à Claire, puis vous voulez faire la même demande à Yarmouth, vous devez faire une demande pour Claire et une demande pour Yarmouth, parce que c'est 2 différents comités qui vont évaluer votre demande. On cherche que le projet se réalise à l'intérieur de 12 mois du temps que vous recevez le chèque. S'il reste des fonds, s'il vous plaît, communiquez avec le CCS, la coordination, immédiatement. Idéalement, vous allez dépenser le plein montant de ce qu'on vous a donné. Et on vous demande d'encaisser le chèque à l'intérieur de 30 jours de sa réception pour éviter qu'elle devienne échoue puis qu'on doit produire un autre chèque. Les différents genres de rapports au cours du projet, une fois que vous aurez l'entente et le chèque, assez souvent on fait une entrevue mi-parcours, c'est-à-dire au cours du projet, parce qu'à l'intérieur de la demande, vous indiquez une date de début puis une date de fin. Alors, au courant de cette période-là, il est possible qu'on vous demande de faire une mise à jour pour voir si ça va bien, s'il y a des défis, s'il y a des choses à changer, et ainsi de suite. Bien sûr, un rapport final à la fin du 12 mois, ou si le projet finit en 6 mois, après les 6 mois, un rapport final qui doit inclure tous les reçus. Alors, tout ce que vous avez payé avec les fonds, on doit avoir un reçu pour cela, qui y inclut le salaire. Alors, une copie de votre record de paye pour confirmer que vous avez payé un salaire. Alors, tout reçu. Et c'est des copies, ce n'est pas la copie originale. On peut demander des demandes, des changements d'octroi. Alors, si par exemple, vous voulez changer une activité ou changer le budget de façon significative, on vous demande de remplir un changement d'octroi qui doit être approuvé par le CCS qui vous a financé. Puis là, on parle surtout de nouvelles activités qui n'étaient pas prévues ou de ne pas faire une activité pour en faire une autre. Ça, c'est un exemple de changement d'octroi qui touche plutôt l'activité même ou les activités du projet.
peut aussi avoir un changement de budget. Alors, par exemple, si vous voulez payer une dépense qui n'était pas prévue lorsque vous avez fait la demande, alors, par exemple, vous voulez payer un honoraire à une personne ressource, puis ce n'était pas prévu dans la demande, vous devez demander un changement d'octroi et le CCS doit l'approuver. Puis, s'il y a des fonds non dépensés, les fonds qui restent doivent être retournés à Santé Nouvelle-Écosse. Encore une fois, contactez, communiquez avec votre coordination pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose pour dépasser ce qui reste. Parce que le but, c'est que les fonds qu'on vous donne restent dans la communauté autant que possible. Parce que nos fonds sont limités. Puis lorsque vous allez voir en ligne que vous allez remplir votre demande, en bas de la page, vous allez voir un bouton qui se nomme « Marquer comme complète ». Alors, vous allez cliquer sur ce bouton-là. Puis là, ça va vous amener à un autre écran. Puis en haut à gauche, il va y avoir un bouton qui dit « Soumettre ». Vous devez cliquer sur les deux boutons pour que le projet soit soumis. Parfois, les gens cliquent sur Marquer comme complète, puis pensent qu'ils ont fini, mais ils n'ont pas fini. Alors, vous devez faire la deuxième étape qui est de cliquer le bouton « Soumettre ». Puis là, vous allez recevoir un courriel de confirmation parce que dans votre demande, vous avez indiqué une adresse courriel. Si vous n'avez pas reçu un courriel de confirmation, s'il vous plaît, vérifiez votre dossier courriel indésirable, spam, junk. S'il n'y a rien là, communiquez avec votre coordination de CCS. Parce que nous, on peut voir si votre projet a été soumis ou non. Et ce qui se passe avec votre projet. Alors, vous devez avoir un courriel qui confirme. Et sinon, n'attendez pas après la date limite pour communiquer avec nous, parce que ça crée des problèmes. Parce qu'en principe, une fois que la date limite une fois qu'on est rendu à la date limite, c'est fini, on n'accepte pas d'autres demandes. Alors, s'il vous plaît, faites tout possible pour assurer que votre demande est soumise avant de prendre pour acquis que c'est soumis. Alors, ce que nous recherchons dans une demande, on aimerait que ça fût clair et spécifique, et que l'aperçu soit quand même complet et concis. Ce qu'il faut penser, c'est que les gens qui vont revoir vos demandes sont des bénévoles. Les seules personnes payées sont la coordination du CCS en question. Alors, les bénévoles donnent de leur temps pour évaluer vos demandes. Alors, le plus clair que vous pouvez être, le plus concis, tout en expliquant ce qui est nécessaire, ce qui est important, le mieux que c'est pour eux et pour augmenter les chances que votre projet soit approuvé. Puis évidemment, vous décrivez comment les buts seront accomplis, c'est une des questions dans la demande. Quelle population que vous visez? S'il vous plaît, prenez cette population-là en considération et décrivez la population. Alors, si c'est les Acadiens, les femmes, les jeunes, ainsi les aînés, ainsi de suite. Puis comment vous avez impliqué cette population-là dans la planification du projet? Est-ce que vous avez pris pour acquis qu'ils voulaient ce projet-là, ou est-ce que vous savez que les jeunes, par exemple, veulent un projet du genre? Parce qu'à la fin de la journée, on veut améliorer l'état de santé des plus vulnérables. Puis les plus vulnérables, en général, sont les personnes qui font partie d'un groupe d'équité. On a parlé de ça plus tôt dans la présentation. Puis est-ce qu'il y a des obstacles pour que cette population-là participe au projet? Puis est-ce qu'on a fait quelque chose pour aborder cette question-là ou cet obstacle-là? Par exemple, est-ce qu'on a besoin de transport? Parce que les personnes n'ont pas de moyens de transport pour qu'ils se rendent aux activités du projet. Est-ce qu'on a besoin de garde d'enfants pour que les parents, par exemple, puissent participer? Est-ce qu'on a besoin de soignants pour que les personnes peuvent se libérer afin de participer au projet? Puis ça, c'est toutes des dépenses qui sont éligibles. À vous identifier des partenaires, à vous identifier les priorités du plan de santé, et est-ce que vous avez fait un lien clair avec la priorité? Alors, il faut non seulement
indiquer la priorité, mais c'est quoi le lien, brièvement, avec la priorité? Est-ce qu'on a identifié les déterminants sociaux de la santé qui touchent, que notre projet traite? Puis une petite explication de comment. Alors, s'il y a une quinzaine de déterminants, 3, 4, 5, ça suffit. Puis établir le lien avec ces déterminants-là. Évidemment, vous allez aligner avec les objectifs et les buts de votre projet. Quand on parle d'évaluation, on vous demande comment vous allez évaluer le succès. Suffit de donner des indices. Ce n'est pas nécessaire de faire une grande évaluation complexe. Je veux dire, si vous voulez faire un sondage, par exemple, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. C'est comment est-ce que vous allez nous laisser savoir que votre projet a réussi ou non. Quels sont les moyens que vous allez prendre? Qu'est-ce que vous allez faire avec les résultats de votre projet? Est-ce que ça va nourrir d'autres projets? Est-ce que ça va aider votre association à faire d'autres travail dans la communauté? D'autres travail vers la santé et le bien-être de la communauté? Puis une fois que le projet est terminé, quels seront les bénéfices à long terme? Qu'est-ce qui va être l'impact du projet après la période de financement? Parce qu'on cherche autant que possible de l'impact à long terme. Est-ce que ça va mener à d'autres projets? Est-ce que ça va mener à des activités qui seront accomplies par votre association grâce à ce projet? Est-ce que l'équipement va servir pour autre chose après la fin du projet? Lorsqu'on parle de budget, on veut le coût total. Ça va à l'intérieur du coût total, on veut savoir c'est quoi les fonds que vous cherchez de nous, comme CCS. Puis c'est quoi les autres sources de financement? Puis quoi c'est que les sources ou les autres contributions en nature? Alors les sources de financement, ce sont des fonds, du cash, qui viennent soit de votre groupe, de d'autres groupes, même du gouvernement, la municipalité, la province, et ainsi de suite. Alors, avez-vous d'autres sources de financement pour réaliser votre projet? Est-ce que votre groupe va contribuer ou est-ce que d'autres groupes vont contribuer des fonds vers le projet? Puis aussi indiquer les contributions en nature. Alors, est-ce que quelqu'un donne de ses services gratuitement? Ça, c'est une contribution en nature. Puis, ça a quand même une valeur. Alors, je vous donne une couple d'exemples. Si vous faites des ateliers et vous avez une personne ressource qui donne de son temps, ça, c'est une contribution en nature, puis il y a une valeur que vous pouvez attribuer à ça. Alors, par exemple, disons que vous faites 10 sessions, la personne ressource donne 2 heures de son temps par session, puis ordinairement, on paiera cette personne-là $100 par session. Alors, ça, c'est $100 fois 10 sessions, c'est $1000. Alors, vous avez une contribution en nature de $1000. Notre exemple, vous avez une salle. La salle est gratuite. Soit c'est votre salle ou vous avez une salle d'un autre groupe qui vous est donnée gratuitement. Encore, contribution en nature. Vous pouvez mettre une valeur à ça. Disons que la salle se louera pour 100 pièces par soir ou par événement. Puis vous avez 10 soirées, encore 1000 pièces de contribution en nature. Ceci ajoute de la valeur à votre projet. Ça montre que vous avez été chercher des partenaires et des contributions de d'autres sources et ça augmente le budget total, le coût total, sans que ça vous coûte comme tel. Et c'est bien que vous faites cela. Si vous avez besoin d'acheter de l'équipement pour réaliser votre programme, votre projet, le maximum qu'on peut vous donner, c'est $1300. Alors, on a parlé que le maximum total du projet qu'on peut vous donner, c'est 3500. À l'intérieur de ça, le maximum en forme d'équipement, c'est 1300 taxes incluses. Alors, si vous voulez acheter un morceau d'équipement qui coûte $1500, le maximum que vous pouvez avoir de nous autres, c'est 1300. Le 200 qui reste, vous devez le trouver ailleurs. Puis lorsqu'on parle de upstream, c'est que on cherche comment est-ce qu'on peut régler un problème ou un défi avant que ça devienne un défi. Beaucoup de fois, on cherche à régler un défi une fois que c'est un défi. Ça va, les jeunes ont faim à l'école, on va créer un programme pour qu'ils aient des collations, par exemple. Et puis c'est bien. Mais comment est-ce qu'on peut régler ça
avant que ça devienne un défi. Ou si on sait que ça va être un défi continu, qu'est-ce qu'on peut établir avec nos fonds, par exemple, qui va faire en sorte qu'il y ait un programme de collation sans que nous, on ait besoin de le financer à chaque année, parce qu'on ne va pas le financer à chaque année. Alors là, on règle un défi sans qu'il y ait besoin que nous ou qu'un autre groupe donne tout le temps de l'argent. Alors, c'est un défi, bien sûr, de faire cela. Puis c'est souvent des défis à groupe de gros portraits qui sont quand même peut-être même plus grands que votre groupe. Mais c'est toujours bien de penser à cela. On va parler de la pyramide d'impact sur la santé. C'est quoi considérer lorsque vous faites une demande? Puis encore, comment vous pouvez réduire les obstacles de participation pour les participants. Puis là, seulement vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'on veut dire par la pyramide de l'impact de santé sur la population. En haut de la pyramide, on voit des interventions qui sont surtout pour des individus. Alors, par exemple, une formation ou donner des conseils. On touche les personnes qui sont devant nous. Alors, s'il y a 10 personnes qui participent à une formation, ces 10 personnes-là vont bénéficier. Si on fait une intervention clinique, ça fait on va voir le médecin ou on va pour un traitement quelconque, on reçoit une ordonnance, c'est pour nous. Ça aide nous. C'est important, très important, mais ça aide nous. Et seulement l'individu, personne d'autre. Mais si on regarde vers le bas de la pyramide, là, on voit des impacts ou des activités qui ont l'impact sur l'ensemble de la population ou sur une plus grande population. Alors, faire que le choix de défaut, le choix le plus sain, le choix le plus de santé, c'est le choix par défaut. Alors, vous allez à la patinoire, voir un jeu de hockey, et le choix de menu, les choix de menu sont des choix santé. Ben, ça devient le choix par défaut. Vous n'avez pas d'autre choix. Si vous voulez manger, vous allez manger de quoi de santé. Alors, ça impacte beaucoup plus de monde. Puis là, en bas de la pyramide, on voit des modifications des conditions socio-économiques. Alors, des moyens pour réduire la pauvreté, par exemple. Alors, je vous donne un exemple. Un programme d'alimentation scolaire. Si les enfants vont à l'école, ils ont quoi manger tant qu'ils sont à l'école. Ça affecte tous les élèves. Si c'est un programme national, ça affecte tous les élèves du Canada. Alors, l'impact est grand. Ça affecte l'ensemble de la population ou une grande partie de la population versus un impact qui est surtout pour un individu. Nous, avec nos fonds, on cherche le maximum d'impact possible. On cherche moins un impact sur un individu qu'on cherche l'impact sur une communauté, qui fait en sorte que les individus qui se trouvent dans cette communauté-là sont plus de santé. Alors, en sommaire, on veut que vous utilisiez le plan de santé comme un outil. Puis c'est un outil. C'est comme le plan stratégique. C'est comme du quoi qui guide notre travail. Puis une des façons qu'on accomplit ce travail-là, c'est en vous donnant des fonds pour que vous puissiez réaliser des projets qui vont augmenter la santé et le bien-être de la communauté. On est un partenaire. On va travailler avec vous pour vous aider autant que possible. Puis on veut que vous nous aidiez à faire l'approbation de votre projet. Alors, le plus clair qu'est votre projet, le plus que vous avez parlé et discuté de votre projet avec votre coordination, le plus de chances que vous avez avoir une approbation. Le comité de CCS va regarder le projet, évaluer le projet au mois de mai et juin. Le conseil de CCS même va approuver ça en juin. Puis là, vous aurez un courriel qui vous avertit si vous êtes approuvé ou non. Puis là, on demande les chèques et on demande les ententes. On ira vous voir les faire signer fin d'été, début d'automne. Puis comme j'ai dit, on vous donne 30 jours. On vous demande d'encaisser à l'intérieur de 30 jours, le chèque.
Puis là, la période de rapport, c'est pendant les 6 à 12 mois qui suivent la réception du chèque. Alors, le rapport ou l'entrevue mi-parcours et le rapport final qui nous amène au prochain printemps-été. Alors, je vous remercie pour les demandes. Si vous voulez faire une demande en français, c'est disponible sur notre site web. Le formulaire de demande est disponible dans les deux langues, anglais et français, ainsi que les lignes directrices et la foire aux questions. Vous avez qu'à cliquer en haut à droite, vous allez voir un bouton FR ou EN. EN, bien sûr, c'est anglais. FR, c'est français. Alors, si vous cliquez français, vous aurez tout ce qui sera devant vous sur l'écran sera en français. Vous pouvez remplir la demande en français et le soumettre. Si vous voulez du service en français, communiquez avec votre coordination locale d'abord. Si cette personne-là n'est pas capable de vous aider à cause de la langue, il ou elle peut vous diriger vers moi et je ferai de mon possible pour vous aider. Évidemment, j'ai déjà 2 conseils de santé, mais le français me tient à cœur. Alors, je ferai mon possible de vous aider si vous n'avez pas de service en français de votre coordination locale. Et tout ce que je viens d'expliquer, ainsi que évidemment, vous avez trouvé cet enregistrement et sur notre site web communityhealthboards.ns.ca. Alors, je vous remercie, je vous souhaite la chance dans le processus de demande. Laissez-nous vous aider, parlez avec votre coordination locale. Et j'espère que ça va bien fonctionner. J'aimerais remercier Tommy qui a assuré la technique pour nous aujourd'hui. Et bonne chance et bonne journée. Merci. Thank you for watching Strait Talk. Please tune in again to find out what we will be talking about.